Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 26 août. Et oui, nous sommes déjà fin août, bientôt septembre, et donc c'est très bientôt la rentrée politique de cet automne 2022. Déjà 2 ans que nous vivons une certaine propagande covidiste, et à cela s'ajoutent maintenant d'autres problématiques comme celle de la guerre ou du réchauffement climatique. Beaucoup de sujets donc anxiogènes, et on s'interrogeait justement à la HSI de savoir si en cette rentrée d'automne 2022, on était mieux armés qu'il y a 2 ans pour pouvoir comprendre et décrypter le discours politique qui semble à bien des égards bien souvent dissonant avec l'expérience que l'on peut faire de la réalité, que l'on peut avoir de la réalité. Donc ce soir, on va traiter de 2 sujets importants, on va les mêler ensemble, qui sont la santé mentale et la politique. Et donc nous aborderons la question suivante, qui est: pourquoi le pouvoir politique est-il malade? Juste pour redire un petit mot au sujet du pouvoir politique, ce qu'on appelle le pouvoir politique, en réalité, il ne peut, donc tout ce qui est gouvernement, institutions, parlement, tous vos représentants politiques peuvent exercer leur pouvoir et leur mandat parce qu'en fait, ils ont une capacité à contraindre et à faire respecter l'ordre. Et donc, les administrés, au regard de cela, leur donnent une légitimité et une crédibilité. Il y a donc une relation constante, nécessaire entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux sur qui le pouvoir est exercé. L'enjeu ici est donc de comprendre pourquoi, en fait, cette relation entre exercée complètement dysfonctionnelle aujourd'hui est malade, et comment, en fait, collectivement, on en est arrivé là. Donc voilà, nous allons parler principalement donc de santé mentale, de mécanismes psychologiques qui font qu'aujourd'hui nous vivons dans une véritable dystopie. Et pour aborder ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir donc avec nous l'incroyable Ariane Biléran. Donc bonsoir Ariane. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien? Ça va, oui, oui, merci. Alors donc Ariane, vous êtes normalienne, vous êtes aussi psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, auteure, conférencière, et vous êtes également consultante. Vous vous êtes spécialisée dans l'analyse et le décryptage des abus de pouvoir, de la manipulation des foules et des pathologies du pouvoir. Dans vos travaux, dont on parle aussi en plus, enfin de vos études, on parle de 25 ouvrages, qui est quand même une grosse œuvre. Vous vous êtes attaché à démontrer les ressorts psychologiques, pathologiques qui conduisent au harcèlement, à la manipulation, à la perversion et à la paranoïa. Vous vous êtes notamment illustré par vos analyses depuis 2 ans très fines de la crise politique que l'on vit, notamment à la lumière de la crise pandémique. Donc, dans le prolongement de cette intro, voilà, moi j'avais donc on va avoir un échange ce soir, et une des premières questions qui me vient, c'est: quel qualificatif aujourd'hui, après ces 2 ans un peu inédits qu'on vient de vivre, vous donneriez au pouvoir politique aujourd'hui? Et qu'est-ce que cette crise sanitaire finalement a révélé de la maladie de nos institutions et de la santé mentale de la population? Merci, merci pour votre question. Je vais essayer de répondre. Le terme que j'ai employé, c'est dérive totalitaire. Je pense que nous sommes dans une dérive totalitaire. C'est un pouvoir maltraitant. C'est un pouvoir avec un fonctionnement pervers qui manie des discours paradoxaux, qui met en panique sa population, puis ensuite change de discours, ne s'embarrasse pas de stigmatiser une partie de la population, de l'exclure et de faire preuve d'intolérance, et qui globalement n'est pas du tout en mesure de contenir et de rassurer sa population, quels que soient les dangers réels ou imaginaires auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est le premier point. Donc, la problématique, elle est la suivante. Si on parle de dérive totalitaire, on parle d'endoctrinement des masses. Et on a vu la collusion entre le champ politique et le champ médiatique pour promouvoir cet endoctrinement, promouvoir un type de vocabulaire, promouvoir un certain type de représentation
que nous devions absolument emprunter sans avoir le droit de poser des questions, de critiquer ou tout simplement de douter d'une seule version qui d'ailleurs pouvait être changée, c'est-à-dire évoluer, mais du moment que c'était le pouvoir d'en haut qui la faisait évoluer. Ça ne pouvait pas être nous, hein, bien sûr, ça ne peut pas être le peuple qui... voilà, donc nous sommes dans quelque chose qui se rigidifie. Nous ne sommes plus du tout en démocratie. Hein. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le gouvernement au service du peuple. Nous ne sommes plus du tout là-dedans. Nous sommes dans quelque chose de très pyramidal au sens rigide du terme, dans quelque chose qui s'apparente maintenant à une sorte d'État policier, avec de la censure, avec un empêchement de liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il y a une libre expression du moment qu'elle reste en fait dans un seul discours, des représailles sur ceux qui ont des discours un petit peu différents, tout simplement, encore une fois, qui ramènent des questionnements provenant de la réalité autour d'eux ou tout simplement du doute par rapport à la certitude des discours. Et tout ceci, donc, est extrêmement inquiétant. Cet endoctrinement des masses est tout simplement une perte de lucidité des individus. C'est-à-dire que la masse, encore une fois, c'est un individu, c'est une somme d'individus qui ont perdu leur esprit critique et qui ne sont donc plus capables de raisonner par eux-mêmes. À partir du moment où on n'est plus capable de raisonner par soi-même, on rentre tout simplement dans la déraison, c'est-à-dire dans la déraison, c'est la folie. Et c'est ce qui se passe avec l'endoctrinement des masses. Et donc, on voit bien qu'il y a de plus en plus de sujets qui sont totalement hermétiques à la possibilité d'un débat, à la possibilité de simplement recevoir des questions, pouvoir remettre en cause un discours et éventuellement, en tout cas, être dans un libre échange d'idées. Nous sommes dans un moment où il y a de plus en plus d'individus qui se sentent autorisés dans cet endoctrinement de masse à exprimer de la haine, à pratiquer de la délation, à transgresser les autres et à justifier que ces autres-là soient transgressés. Nous sommes dans un moment où il y a aussi une certaine et de plus en plus croissante déshumanisation, c'est-à-dire que il n'y a plus d'empathie, tout simplement, pour son prochain s'il n'est pas rentré dans la ligne officielle du parti. Et tout ceci, encore une fois, ne présage rien de bon pour la suite. Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques moments d'accalmie par rapport à la pandémie de peur, pour reprendre un terme du psychiatre américain Mark McDonald, que c'est arrêté. Non, au contraire, ça fonctionne toujours comme ça, hein, les moments totalitaires. Il y a toujours des moments d'accalmie puis des moments de résurgence. Dans tous les cas, nous avons aujourd'hui affaire à une société clivée. Le clivage, c'est un mécanisme décrit en psychopathologie pour dire que la société, elle est divisée en deux groupes qui ne peuvent plus se comprendre et qui ne peuvent plus se parler. Et ça se voit au sein des familles, au sein des amis, au sein du travail, enfin à toutes les échelles de la société. Il y a des ruptures entre les gens, il y a des gens donc, qui suivent cet endoctrinement de masse avec ce discours dominant qu'on n'a pas le droit de remettre en question, qu'on n'a pas le droit de questionner, et les autres qui sont stigmatisés pour simplement questionner ou tout simplement proposer une autre version, un autre discours. Voilà. Donc, tout ceci montre et démontre que notre supposée démocratie était bien malade, parce que en un coup de soufflet, toutes les valeurs humaines fondées depuis des siècles, en tout cas en France, depuis le bassin méditerranéen, qui sont des valeurs à la fois gréco-romaines et judéo-chrétiennes dans notre culture, se sont effondrées sans que grand monde y trouve à redire. Et tout ceci est extrêmement préoccupant, sachant que nous avons tous bien écouté à l'école le plus jamais ça de ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, ça recommence.
Et ça recommence. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nous en sommes à la phase terminale du nazisme. Je suis simplement en train de dire, comme je l'ai dit dans le débat interdit, que nous sommes sur une pente glissante extrêmement dangereuse et qu'il est vraiment temps de pouvoir la questionner. Sauf qu'il est de moins en moins facile de la questionner puisque nous sommes tous les questionneurs, de plus en plus persécutés, ce qui ne présage rien de bon pour la suite, parce que quand il y a une dérive totalitaire, une fois l'opposition visible éliminée, c'est sur toute la population que se déchaîne la terreur totalitaire. Merci Ariane. Alors oui, vous parlez justement de cette rupture entre le pouvoir politique et les administrés, enfin qu'il y a vraiment deux groupes maintenant qui s'opposent et c'est de plus en plus clair. Nous, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on analyse, mais finalement, quand vous parlez avec une grande partie de la population, eux ont toujours l'impression de vivre en démocratie. Ils ont toujours l'impression de vivre dans un état tout à fait régulier, normal, même si chaque jour ils souffrent de tout un tas de petites violences quotidiennes, la restriction des libertés, une baisse du pouvoir d'achat non expliquée réellement, à part des effets d'annonce. Alors, comment on en est venu là? C'est-à-dire comment ça se fait qu'on est maintenant, on vit avec des concitoyens qui ne mesurent plus en fait cette violence politique à leur propre égard et qui acceptent une restriction sans commune mesure de plus de leur liberté déjà, et ensuite ils acceptent que leurs intérêts propres ne soient plus défendus au nom d'un collectif dont ils n'ont même plus finalement l'appréhension. Comment on en est arrivé là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le psychisme de l'être humain se mobilise pour sa survie. Et lorsqu'il est agressé, comme c'est le cas là très clairement, en tout cas par ce que j'ai désigné, hein, comme des processus harceleurs sur la population, la mettant sous terreur, utilisant des chocs traumatiques réitérés, par surprise, par effet de surprise en plus, donc on ne peut même pas s'y préparer, soufflant le chaud et le froid, tenant des discours paradoxaux, donc sidérant la pensée, justifiant la déshumanisation. On a entendu des discours médiatiques, politiques extrêmement graves. Eh bien, face à ce que l'être humain vit comme très forte violence, son psychisme va se protéger. C'est-à-dire qu'il va mettre en place ce qu'on appelle les mécanismes de défense pour survivre. Dans ces mécanismes de défense, le plus célèbre et connu, c'est ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est l'incapacité de se représenter une situation parce que si on se la représentait, tout simplement, ça serait trop violent pour soi-même et on se désintégrerait en fait, psychologiquement. Donc on aurait vraiment un risque de déstabilisation, de déséquilibre psychologique. Donc le psychisme, il va choisir une économie pour pouvoir se préserver. Dans ces mécanismes de défense, donc il y a le déni, c'est-à-dire ça n'existe pas. Pour beaucoup de personnes, il est trop compliqué psychiquement d'imaginer que le pouvoir politique que nous pensions dans nos sociétés plutôt contenant, plutôt démocratiques, ne l'est en réalité pas du tout, et que nous avons affaire à des individus extrêmement cyniques. C'est trop violent, c'est quelque chose qui déstabilise beaucoup trop la représentation du monde telle que la personne pouvait l'avoir. Et il y a un autre mécanisme de défense, donc, qui est la banalisation. C'est-à-dire qu'à force de voir et de subir de la violence, pour se protéger, on supprime des émotions en soi, tout simplement pour y survivre. Et donc, on va banaliser. C'est vraiment c'est pas si grave. Ce sont des techniques qui sont employées, par exemple, sur des militaires, par exemple aux États-Unis, pour les envoyer sur des champs de bataille. Il faut faire des techniques de désensibilisation, parce que si on envoie des personnes qui sont encore trop en relation avec leurs émotions, elles ne vont pas faire le travail qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire le sale boulot. Donc, pour pouvoir faire le sale boulot, il faut être désensibilisé. Pour être désensibilisé, qu'est-ce qu'on fait? On les expose à des tas d'images de violence réitérées,
jusqu'à ce que un mécanisme se mette en place d'anesthésie, en fait, pour prendre un terme simple, et que l'individu, comme c'est trop, il ne peut plus ressentir. C'est trop de souffrance, on ne peut plus ressentir. Beaucoup de gens ont pu le vivre, par exemple, dans un décès douloureux autour d'eux. C'est-à-dire que l'individu n'arrive pas à pleurer, n'arrive pas à ressentir, c'est trop violent ce qu'il est en train de vivre. Donc, ce qui se passe au niveau de la population, je pense que c'est de cet ordre-là. Et donc, ça indique surtout qu'on a une population traumatisée, ce qui est bien logique, avec tous les processus qui ont été mis en place, et que cette population traumatisée, elle est également déstabilisée par les multiples idéologies, c'est-à-dire le zapping des idéologies. Un jour, c'est ça, et puis le lendemain, on passe complètement à autre chose, et puis on a complètement oublié ce qui s'était passé la veille, et tout ceci crée de la confusion mentale et empêche de se clarifier l'esprit et les émotions. Donc, voilà, à mon avis, l'origine de l'acceptation de la violence. Et à cela s'ajoute que quand on a des procédés totalitaires qui se mettent en place, bien sûr que l'ensemble de la population, même si elle ne le conscientise pas, a peur. Et donc, qu'est-ce qu'on veut quand on a peur? On n'a pas du tout envie d'être à la place du soignant qui ne peut plus exercer son boulot, qui n'a plus de revenus, qui est abandonné, qui est rejeté et qui est censuré, et en plus qui est calomnié. Donc on n'a pas du tout envie d'être à cette place-là. Donc pour ne pas être à cette place-là, on se soumet. Et nous savons en psychologie sociale, par de nombreuses expériences, dont la plus connue est évidemment l'expérience de Milgram, mais il y a eu d'autres expériences ensuite, y compris avec la télévision, qui montrent que le degré de soumission est majeur. C'est-à-dire qu'en fait, la peur soumet les individus, et en faisant peur à quelqu'un, on est capable d'en obtenir ce qu'il n'aurait pas donné s'il n'avait pas peur. Donc, la soumission de peur, c'est une soumission. Je ne veux pas être dans la situation de celui qui est exclu, abandonné, etc., sachant que l'exclusion sociale, en plus, est quelque chose que nous craignons beaucoup, parce que nous sommes, comme le disait Aristote, des animaux politiques, c'est-à-dire que nous avons besoin du contact social, nous avons besoin du lien social, nous avons besoin d'interaction sociale. Donc le rejet, l'ostracisme, c'est quelque chose d'extrêmement violent, de toute façon, à vivre pour les individus. Hannah Arendt disait que le philosophe y est habitué, c'est une posture de solitude qu'il va même rechercher, mais c'est quand même pas du tout le cas de la majorité de la population, et c'est tout à fait indispensable d'avoir ce lien social pour pouvoir construire une société, etc. Donc il y a cette menace qui plane, et cette menace qui concerne à la fois l'exclusion sociale, mais aussi les transgressions, c'est-à-dire les transgressions, le refus de soins, comme on l'a vu. Donc le fait de laisser mourir des gens, comme on l'a vu. C'est-à-dire que là, nous avons une société qui s'enfonce dans de la complicité de meurtre, comme ce qui s'est passé avec les personnes âgées dans les EHPAD. Et tout ceci, c'est important de le nommer, même si ça ne fait pas plaisir, même si on ne veut pas l'entendre. Et même si on m'explique régulièrement qu'il faut atténuer les mots. Je pense que atténuer les mots, c'est faire le jeu du discours totalitaire. Mais évidemment que par rapport à des personnes qui sont dans le déni parce que c'est un mécanisme de défense, au regard de la violence de ce qui se passe, qui ne peut pas être pensé, ces mots-là sont insupportables. Donc ça veut dire, Ariane, que est-ce qu'on peut en comprendre que lorsque les gens ne sont justement lorsqu'ils se réfugient consciemment ou inconsciemment dans ces mécanismes de défense, est-ce que ça signifie que en fait ils préfèrent la déconnexion de leurs émotions, ils préfèrent ne plus en fait avoir la capacité d'esprit critique plutôt qu'avoir à gérer une réalité qui les fait peut-être encore plus souffrir? C'est en deçà d'une préférence, ce n'est pas un choix. Et c'est très important à un moment donné où on parle de libre arbitre, mais finalement notre libre arbitre, la question c'est, il est peut-être beaucoup plus limité que ce qu'on pense. Et c'est vrai que
on va avoir tendance à juger beaucoup des gens qui, et on l'a vu dans le passé, et puis on le voit encore maintenant. Je pense que la question de poser des jalons de la justice, et je soutiens l'action de Rainer Fumisch par rapport à ça, est très importante, parce que c'est ce qui permettra de faire repartir à un moment donné la civilisation sans basculer dans la loi du talion ou dans des pulsions de vengeance ou de revanche. Et ça me paraît très important, et c'est la raison pour laquelle je soutiens les prémices, puisque ce sont des prémices en réalité, de tout cela. Et Dieu sait quand est-ce que nous pourrons, est-ce que ça surviendra de notre vivant, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça surviendra un jour. Et il faudrait éviter, bien sûr, les erreurs que nous avons commises après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de laisser échapper les gros bonnets et de faire quelques exemples en laissant le reste, voilà, le reste bien tranquille. Mais si on regarde d'un point de vue psychologique, parce que là, j'ai parlé d'un point de vue juridique et moral, et c'est fondamental que cette morale se remette en place pour qu'une civilisation redémarre et qu'on empêche la loi du talion. Ce qui ne serait qu'en fait qu'une suite barbare. Donc, c'est vraiment là, à mon avis, qu'il faut prêter l'attention. Mais il n'empêche que si on regarde du point de vue psychologique, en sortant de cette perspective morale et juridique, il n'empêche que ce qui fait que les gens obéissent et sont conduits à commettre des actes avec lesquels ils n'auraient pas été d'accord en d'autres temps, dans un autre contexte, ce sont des mécanismes de régression psychique liés à la violence et au traumatisme qu'ils subissent, et à la peur, à la terreur qu'ils éprouvent. Et donc, c'est quelque chose qui les dépasse très largement. On pourrait dire que ce sont d'abord des victimes qui ensuite se compromettent, pour certaines, dans des actes coupables. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas une préférence. Alors, on peut dire le libre arbitre, oui, mais si on regarde d'un côté, et c'est important de rappeler la responsabilité humaine, parce que nous avons une responsabilité, mais la responsabilité, la nôtre, elle est où? Elle est de précisément nettoyer nos égouts. Précisément, ne pas s'illusionner, ne pas nous illusionner sur le fait que nous serions des êtres purs et les autres sont des impurs. C'est-à-dire nous aurions la certitude et puis les autres non. En fait, notre responsabilité première, c'est de savoir que nous tous pouvons, à un moment donné, être sujets à cette régression psychique selon les circonstances. Je ne sais pas, qui sait comment nous réagirions si nous étions torturés. Peut-être qu'effectivement, nous finirions complètement zinzin, en fait. Et donc, nous avons cette potentialité en nous, en chacun d'entre nous, de devenir monstrueux. Et donc, c'est très important de savoir que notre combat pour l'humanité, c'est de d'abord faire taire et limiter cette part en nous, et surtout que cette part monstrueuse, elle revêt toujours des beaux vêtements. C'est-à-dire, c'est au nom du bien, au nom de la justice, au nom de la démocratie, au nom de je ne sais pas quoi, de la santé. Enfin, c'est toujours un idéal extrêmement séduisant qui nous autoriserait à pratiquer, à instrumentaliser d'autres êtres humains ou à les sacrifier. Et donc, c'est très compliqué si on regarde du point de vue de la psychologie. C'est très compliqué cette affaire. L'endoctrinement des masses, c'est une régression psychique des profils les plus vulnérables. Pardon, ça me touche beaucoup ce que, enfin, oui, voilà, c'est très juste. Enfin, pour avancer un petit peu, et parce que vous avez travaillé beaucoup sur la question du harcèlement, et que probablement c'est aussi un outil qu'on peut retrouver dans le discours totalitaire et dans la mécanique totalitaire. Ça fait 2 ans que on s'en souvient tous, pendant je sais pas, 2, 3 mois, 4 mois, peut-être un peu plus, on a entendu Jérôme Salomon égrener tous les jours le nombre de décès dus au coco, potentiellement. Partout on voit ce mot-là, ce nouveau mot qui est apparu sur les vitrines des magasins, dans les bus, partout les gens évoluent.
voilà, c'est un mot qui est partout. Est-ce qu'on peut dire que le harcèlement a été utilisé pour pouvoir toucher les masses déjà? Et ensuite, qu'est-ce que ça dit en fait de l'incapacité finalement du pouvoir, puisque s'il en est venu à utiliser une technique totalitaire, est-ce que ça ne dit pas que en fait il est incapable aujourd'hui d'exercer son monopole de la violence qui est inhérent en fait à son propre pouvoir, c'est-à-dire pouvoir faire respecter un contrat social transparent et honnête qui lie les citoyens à l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, le harcèlement, justement, ne dénote pas cette absence, le fait que ce monopole-là soit complètement cassé? Quand il y a une dérive totalitaire d'un pouvoir, quel qu'il soit, ça dénote d'abord que pour se rigidifier, parce qu'il a besoin de se rigidifier de façon totalitaire, il n'a plus de légitimité. Ça, c'est une première chose. Donc c'est précisément parce qu'il est illégitime. Il peut être illégitime parce qu'il nomme des faux experts, par exemple. Ça, on l'a vu. Hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune compétence à s'exprimer en la matière, tout en diabolisant les véritables experts des domaines en question. Cette illégitimité le conduit à se rigidifier. Donc, c'est vraiment, j'avais écrit donc Psychopathologie de l'autorité. C'est un livre extrêmement important que j'ai écrit dans le passé, parce que, à force d'observer justement les harcèlements dans les entreprises, je m'étais rendu compte que le harcèlement se développe. Alors, petite parenthèse, le harcèlement, c'est l'outil de mise en place du totalitarisme et du fait qu'il perdure. Il a besoin de harceler, parce que précisément, sinon, il n'y a pas de contenance. Il a besoin d'un côté de l'idéologie, c'est-à-dire du discours mensonger, très éloigné du réel, sur un mode de la croyance transformé en certitude absolue, donc l'endoctrinement de la masse pour ce soutien, et dans le même temps, il a besoin de harceler les personnes qui ne rentrent pas dans cet endoctrinement, puisque l'idée, c'est une seule ligne, hein, voilà, tous en rang. Donc, ce pouvoir totalitaire qui utilise le harcèlement s'illustre, je l'avais vu dans les entreprises, dans deux cas. Quand le pouvoir au niveau de l'entreprise ne s'exerce plus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu extrêmement laxiste. Donc, finalement, chacun peut devenir petit cheffaillon, petit harceleur, et puis il ne sera pas inquiété. Il n'y aura plus de contenance. Il y a une faille d'autorité. Ou alors, quand dans le terrain ou le terreau de l'entreprise, il y a un excès d'autoritarisme. Donc, c'est toujours pas l'autorité. C'est-à-dire qu'une autorité, c'est ce qui pose les règles de savoir-vivre entre les personnes, mais de façon bienveillante et contenante. Donc, qui précisément garantit la préservation de l'intégrité des personnes. Quand on est sur un mode autoritaire, on n'est plus du tout dans l'autorité. Et j'avais remarqué que c'était sur ces deux territoires que se développait le harcèlement. Donc, premièrement, ça dit que nos institutions ne remplissent plus leur fonction d'autorité, mais ça fait très longtemps qu'elles ne le remplissent plus. Et donc, nous avons des institutions qui fonctionnent à l'idéologie, au copinage, au népotisme. C'est pas, enfin, moi, pour les rares institutions que j'ai traversées en France, c'est longtemps que je l'ai vu. Je ne suis quand même pas la seule à avoir vu ces dérives-là. Et dans l'autorité, il y a une garantie. Il y a une garantie pyramidale hein, dans l'autorité. Il y a toujours un maître et un élève, mais il y a une garantie de s'inscrire dans une temporalité où il y avait quelque chose avant nous par rapport auquel nous sommes redevables. C'est-à-dire nous avons eu des ancêtres, nous héritons d'un monde que nos ancêtres ont construit. Il y a des choses bien, des choses qui sont améliorées, mais en tout cas, nous ne pouvons pas, nous avons la responsabilité de ne pas le détruire. Et si on peut, d'en faire quelque chose de mieux. Et dans la dérive totalitaire, il y a l'idée que ce monde-là n'existe pas. C'est une temporalité qui ne fonctionne plus avec un avant et un après, mais dans une espèce
de retour du même, d'éternel retour, dans lequel on s'auto-engendre et il n'y avait plus rien avant. C'est-à-dire que la dérive totalitaire se nourrit de la destruction de la culture, de la destruction de la transmission, de toujours imaginer qu'il faut inventer du nouveau et que l'ancien était forcément à jeter. Donc il y a aussi toute cette dimension. Alors, le harcèlement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le harcèlement? C'est une technique, c'est un outil utilisé par le pouvoir, dont étymologiquement, qui vient étymologiquement du terme herceler, utiliser la herse pour égaliser un champ. Donc c'est la fameuse Gleichschaltung des nazis, c'est l'égalisation. On ne veut plus personne qui dépasse. Le harcèlement, c'est ça. Plus personne ne dépasse et tous en rang. Donc tous pareils. Donc c'est le refus de la diversité, c'est le refus de la contestation, c'est le refus du débat, c'est le refus de la marginalité, c'est le refus de toute notre richesse. Parce que précisément, si nous sommes une humanité, c'est parce que nous avons une richesse humaine et que chacun d'entre nous est absolument différent de l'autre. Et c'est par cet apport-là que nous créons notre humanité, parce que nous devons développer une altérité et comprendre la différence de l'autre. Chaque individu sur Terre a des états d'âme qui lui sont propres et qui sont irréductibles à aucun autre. Donc, évidemment, pour le système totalitaire, c'est quelque chose d'impossible et d'impensable. Donc, la technique du harcèlement, elle vise à soumettre ou démettre, c'est-à-dire, il faut se soumettre à cette ligne unique ou il faut casser la personne. Pour casser la personne, on va employer des techniques qui, et c'est la marque du harcèlement, ne sont pas une agression. Ça doit s'inscrire sur la durée et de façon répétée. Ça renvoie à une autre utilisation du terme harceler au Moyen-Âge, qui était de donner des coups de bélier au niveau du château fort pour rentrer, pour rentrer dans le château fort. Donc c'est ce qu'on appelle nous une effraction, comme un cambriolage du psychisme de la personne, c'est-à-dire on va l'avoir à l'usure par la répétition d'agression et la durée dans le temps. Donc au bout d'un moment, effectivement, si vous prenez des coups en permanence, vous avez beau être d'une très très grande solidité au niveau de votre château fort intérieur, il n'empêche que ces coups existent. Donc le harcèlement, c'est cette technique-là. Cette technique-là, elle peut utiliser beaucoup de sous-techniques pour rentrer dans notre château fort, c'est-à-dire pouvoir créer du cambriolage, ce qu'on appelle de la dissociation, hein, c'est-à-dire des traumatismes aussi. Il faut en particulier utiliser des chocs puissants et inattendus, parce que plus, évidemment, si on se prépare à un choc, il est moins difficile. On l'amortit mieux. Et nous savons que les chocs sont d'autant plus violents qu'ils proviennent de personnes ou de structures ou d'institutions à qui nous avions donné cette fonction d'autorité. C'est un petit peu comme le substitut d'une fonction parentale pour nous. Donc c'est plus violent de prendre un traumatisme de la part de ses parents que un même traumatisme égal, que d'une autre posture où il n'y aurait pas cette posture d'autorité, en fait. Donc c'est quelque chose, on sait que cette fonction d'autorité joue beaucoup. Donc ça, c'est un autre point. Et enfin, ce qui est recherché, c'est qu'effectivement, ce n'est pas de détruire la personne. Ce qui est recherché dans le harcèlement, c'est de la conduire elle-même à ce qu'elle s'autodétruise. C'est-à-dire qu'on le voit très bien au bout d'un moment, à force de durée, de répétition, de chocs traumatiques, d'exclusion, de différentes trahisons, par exemple, qu'on va aller chercher autour de la personne pour qu'elle soit isolée, etc. Eh bien, la personne va, ce qu'on appelle introjecter son agresseur, c'est-à-dire va être en permanence harcelée par elle-même. C'est-à-dire que son bourreau n'a plus rien besoin de faire, on peut la laisser toute seule chez elle en arrêt maladie, elle va continuer de ruminer et elle va s'autodétruire. Et c'est le but, c'est une technique très efficace. Et c'est une technique dont, malheureusement, j'ai écrit les chroniques du totalitarisme de 2021 où
je détricote cette technique qui a été utilisée contre les populations, et qui l'est toujours. D'accord, oui, parce que finalement, on n'entend pas beaucoup parler. Enfin, vous êtes une des rares à en parler, et parce que c'est une technique insidieuse. Je pense que beaucoup de personnes peuvent la subir dans le milieu professionnel, mais on voit que effectivement, c'est en fait un outil qui peut être utilisé à l'échelle même d'une population totale, et en l'occurrence, vu ce qu'on vient de vivre à l'échelle internationale. Est-ce que, au regard de ce qu'on vient de vivre, encore une fois, est-ce que le harcèlement peut être considéré comme une facette visible d'un pouvoir corrompu ou qui veut corrompre, au sens que on veut harceler pour obtenir quelque chose par la force, par la force sournoise, par le chantage, et non plus finalement par le contrat ou par voilà la régularité de la justice, la transparence d'un contrat de travail, la transparence d'un contrat entre les administrés et l'administrateur. Est-ce que le harcèlement n'est pas une facette visible de la corruption d'État? Alors, le harcèlement, et vous avez raison de le souligner, c'est pourquoi on va harceler, encore une fois, pour soumettre, pour obtenir de l'individu quelque chose contre son gré, qu'il n'aurait pas donné de lui-même. Donc, cette soumission, on veut l'obtenir par la contrainte. Donc, la contrainte, elle peut avoir plusieurs visages. La contrainte, ça peut être, on va utiliser de la manipulation, par exemple. On peut manipuler pour obtenir quelque chose de quelqu'un contre son gré. On peut lui faire peur, on peut le culpabiliser, on peut lui faire du chantage, on peut le séduire aussi. Lui dire, bah attends, si tu fais ça, tu auras beaucoup d'argent, tu auras un gros contrat, etc. Donc, il y a plein de sous-techniques pour réussir à faire en sorte que l'individu donne quelque chose qu'il n'aurait pas donné en d'autres circonstances. C'est en fait c'est une violation de consentement. C'est une violation de consentement. Il y a une technique qui fonctionne très bien, c'est le conflit de loyauté, c'est-à-dire mettre l'individu face à une situation où il a un choix impossible à faire. Est-ce que il choisit entre ses valeurs professionnelles ou sa déontologie ou ses moyens de subsistance? C'est un choix impossible. Et on voit bien que depuis plus de 2 ans, c'est ce que préconise le pouvoir dans nombreux pays, c'est un choix impossible. Par exemple, trier des patients, et ça se fait malheureusement depuis bien longtemps, des patients à l'entrée des urgences, c'est un choix impossible, c'est un choix éthique impossible. Ou dire, eh bien, celui-là, non, il n'a pas besoin de soins parce que bon, voilà, et il y a beaucoup de soignants qui ont témoigné de ça, face à l'impossibilité dans laquelle ils sont de soigner parce qu'on ne leur donne plus les moyens de soigner correctement. Donc, ils sont toujours en train de devoir faire des choix impossibles. Ce sont des conflits de loyauté qui entraînent l'individu dans un sentiment de culpabilité. À partir du moment où vous avez fait croire, à partir du moment où vous avez fait peur à quelqu'un, vous avez la main dessus. À partir du moment où vous lui avez fait croire qu'il était coupable, vous avez la main dessus. À partir du moment où vous l'avez entraîné à lui devenir coupable parce que vous l'avez incité à aller faire des gestes ou avoir des actions coupables, vous en faites ce que vous voulez et même il vous défendra puisqu'il est coupable avec vous. Donc ce sont des méthodes mafieuses. Merci Ariane. Alors, j'avance donc dans nos questions puisqu'on doit finir d'ici une vingtaine de minutes. On entend beaucoup aussi, en fait, donc la société s'est clairement fracturée. Il y a ceux qui continuent d'adhérer au projet gouvernemental de la Ve République, on connaît, et puis il y a ceux qui souhaitent s'extraire en fait de ce pouvoir-là, de ce cadre institutionnel que l'on connaît, parce qu'il y a une crise de confiance envers l'État au regard des politiques publiques qui ont été menées, notamment durant ces 2 dernières années. Est-ce que pour autant aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup parler parmi ces gens-là, donc qui veulent s'extraire, on entend beaucoup parler de souveraineté, souveraineté du peuple par le peuple, de soi-même, des gens donc qui veulent pardon, qui veulent s'extraire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre pour autant sans organisation politique? Est-ce qu'on a intérêt à vivre sans organisation politique? Parce que là, on sort d'une crise de confiance et donc on se dit, ben, en fait, pourquoi vivre dans un cadre institutionnel politisé alors qu'on peut très bien se débrouiller par nous-mêmes? Je pense que elle est très importante votre question.
je pense, essentiel de proposer l'analyse du totalitarisme comme système. C'est-à-dire que c'est une dérive totalitaire qui, peut-être, sans doute, évidemment, est impulsée par en haut, mais ensuite se propage dans la population, qui la relaye et qui la soutient. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien du tout. En fait, s'il n'y avait pas endoctrinement des masses, il n'y aurait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe dans la dérive totalitaire? Il se passe qu'il y a une brisure du lien social. Donc, on l'a vu, il y a un clivage, une fracture, il y en a qui sont désignés purs et d'autres impurs, d'autres bien portants et d'autres mal portants, donc on ne soigne plus les malades, on n'a plus d'empathie envers ceux qui sont désignés malades, etc. On a vu tout ça se mettre en place. Tout ceci diffuse et il y a une perfusion de la méfiance de tous contre tous, qui correspond à la pathologie paranoïaque du totalitarisme. C'est-à-dire tout le monde a peur et se méfie de son voisin, soit parce qu'il est injecté, ou il n'est pas injecté, ou il a fait ceci, ou il n'a pas fait cela, etc., etc. Donc il n'y a plus, ce n'est plus la bienveillance qui prime dans le lien social, c'est la peur, la méfiance et la désignation de l'ennemi. Et ceci déteint sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire également dans ceux qui voient venir cette dérive totalitaire. Il y a des mécanismes en miroir dans l'opposition. Donc, quand il y a toujours un effet de balancier. Quand il y a un excès quelque part, il y a un excès de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a un excès de passion pour l'ordre. Pour le dire simplement, au niveau philosophique, c'est passion du contrôle des populations. C'est ça qui est en marche depuis quelques années. Et c'est ça qui est visé. On nous explique qu'il n'y a plus de démocratie, c'est des trucs désuets, etc. Ça va être le contrôle absolu sur les individus. Ça, c'est une passion du contrôle. Quand on a quelque chose qui se dérègle, parce que pour vivre en harmonie ensemble, il faut qu'on ait un certain équilibre. C'est toujours avec de l'équilibre, en fait. Réellement, gouverner de façon équilibrée, c'est gouverner au centre. C'est tout. Parce que c'est-à-dire, en fait, à la fois, ne satisfaire personne et satisfaire tout le monde. Sinon, si on va dans un extrême, de toute façon, on a une grande partie de la population qui va souffrir. Donc, ce n'est pas ça, la gouvernance équilibrée. Je ne fais pas une promo pour des partis du centre. Je suis juste en train de parler en général. Hein, d'accord Bien le préciser, oui. Oui, oui. Je parle juste en général. C'est de faire preuve de mesure, d'équilibre, d'essayer de contenter et en même temps de ne contenter tout le monde et de contenter personne. Parce que si on en contente uniquement certains au détriment d'autres, on fait preuve d'injustice. Donc, c'est un petit peu ça, un gouvernement équilibré, un pouvoir équilibré, même en général, un pouvoir équilibré. Quand il y a cette passion pour l'ordre, en face, par effet de miroir, il va y avoir une passion pour la liberté. Alors, cette passion pour la liberté, malheureusement, elle peut prendre aussi des visages très totalitaires. Parce que cette passion pour la liberté, quand elle prend ce visage totalitaire pour faire face à la passion de l'ordre, elle prend le visage de l'utopie. Et l'utopie, c'est l'illusion, encore une fois, que nous serions souverains, alors qu'en réalité, nous savons très bien que nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison. C'est-à-dire, avant de se proclamer souverains, devenons souverains de nous-mêmes, de nos propres pulsions. Et en fait, on voit bien qu'il y a des tas d'individus qui émergent, qui sont persuadés d'avoir la certitude et d'avoir la vérité, et qui, d'ailleurs, pourquoi pas, indiquent qu'ils vont sortir complètement du système actuel où règne la passion de l'ordre. Je dis pourquoi pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de dérives, et des dérives à la fois sur le plan idéologique, à la fois sur le plan du fait que puisqu'il n'y a plus d'institution, quel est le rôle d'une institution? C'est de médiatiser les conflits entre les gens. S'il n'y a plus d'institution qui médiatise, mais les conflits au sens large, c'est-à-dire de médiatiser, de faire quelque chose qui fait tiers entre nous. Même dans l'éducation nationale, ce n'est pas nécessairement des conflits au sens propre, mais c'est de médiatiser le savoir, de faire en sorte qu'il est censé se transmettre, etc., etc. Bon.
S'il n'y a plus cette médiatisation, parce que les institutions ne remplissent plus leur rôle de médiateur et deviennent des instruments de propagande et d'endoctrinement, bien sûr qu'il y a des individus qui réagissent de façon radicale et vont créer des environnements d'utopie. Dans ces environnements d'utopie, quel est le fond de l'utopie? C'est l'idée qu'on pourrait se passer du pouvoir. C'est une idée fausse. Parce qu'en fait, le pouvoir est là par nature. C'est-à-dire que par nature, par exemple, comme je prends souvent parce que je suis très nulle en mécanique, un mécanicien a plus de pouvoir que moi en mécanique. C'est une réalité. J'ai, a priori, plus de pouvoir que lui dans l'écriture des livres. Donc, le pouvoir est lié à la connaissance. Et c'est une réalité de fait. L'enfant n'a pas de pouvoir parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas où sont les dangers. Il ne peut pas se protéger des dangers, donc il a besoin d'un adulte qui a du pouvoir, non pas pour que cet adulte en abuse, mais pour qu'il le protège. Et donc, dans ces communautés, je ne parle pas de toutes les communautés, je constate que ce sont des phénomènes de radicalisation en miroir qui, en fait, comportent au niveau psychologique exactement les mêmes mécanismes. Et d'ailleurs, des mêmes mécanismes de rejet. C'est-à-dire que autant on peut avoir d'un côté des rejets d'une certaine catégorie de la population, et de l'autre côté, on va aussi avoir un côté de rejet d'une autre partie de la population. Ce sont des mécanismes qui fonctionnent en miroir. Et cette illusion que, nous serions souverains sur nous-mêmes, alors que c'est pas du tout acquis, comme on le voit, pas du tout acquis, et ça demande vraiment à la fois beaucoup d'humilité et d'introspection. Et également, l'autre illusion que nous pourrions nous passer du pouvoir, ce qu'on constate, c'est que dans ces environnements utopiques, règne un abus de pouvoir qui ressemble à l'ordre totalitaire. Ce sont des mécanismes. C'est pour ça que c'est un système dans lequel il est très compliqué, il est très important d'abord de repérer les mécanismes. Ce sont des mécanismes en miroir, par exemple. L'idée que nous pourrions nous passer du pouvoir, c'est faire le lit de l'abus de pouvoir, tout simplement. La question n'est pas, à mon avis, à cet endroit, la question est dans la régulation du pouvoir par rapport à l'abus de pouvoir, c'est-à-dire à l'exercice des contre-pouvoirs, tout simplement, qui viennent réguler qui n'existe et rappeler exactement au pouvoir qu'il doit rester dans sa zone d'équilibre, il doit rester dans une zone de souplesse et de mesure. Voilà. De médiation. De médiation, tout à fait. Merci Ariane pour cette réponse très complète. Alors, aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de gens sont attaqués, notamment ceux qui ont une voix dissonante, disons, de la doxa générale, de ce qui est en tout cas propagé par le discours officiel. Nous, on le voit bien aussi avec notre président d'ONG qui est aussi très courageux, puisque ça fait plus de 2 ans qu'il dénonce les dérives politiques et pour reprendre votre vocabulaire totalitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous aussi vous faites partie des alerteurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ceux qui s'opposent? Quelles sont les représailles aujourd'hui que subissent ceux qui s'opposent à au discours politique ambiant et au pouvoir manipulateur? C'est très important de parler de ça parce que Mathias Desmet en parle aussi, j'en parle aussi, Hannah Arendt en parle aussi. Moins il y aura de discours divergents par rapport au discours de masse, discours de certitude de masse et maintenant du pouvoir et qu'on n'a pas le droit de critiquer, plus le visage de la dérive totalitaire se montrera dans sa terreur la plus grande sur toute la population, même la plus obéissante et même la plus servile. Donc le fait d'essayer de maintenir des discours qui soient différents, c'est-à-dire tout simplement poser une limite à ce discours totalitaire qui est sans limite, est fondamental. Je ne suis pas sûre que ça soit très bien compris, mais c'est fondamental. Le jour où nos discours disparaissent, nous verrons le vrai visage de cette terreur totalitaire. Et c'est ce qui distingue le totalitarisme des autres régimes politiques qui peuvent lui ressembler par l'arbitraire, par voilà, la persécution de l'opposition, etc. Sauf que, effectivement, les représailles sont de plus en plus lourdes, de plus en plus importantes, et comme nous avons affaire
pour certains, des personnes à la fois qui ne veulent pas trop parler de ce qui leur arrive par pudeur, ou parce qu'elles-mêmes sont déjà prises maintenant dans un processus psychologique de harcèlement, c'est-à-dire qu'elles ont honte d'être victimes de ce qui leur arrive, eh bien, la parole est compliquée. Donc, je pense qu'il est très important désormais de parler de cela. Dans les représailles, on peut avoir des représailles qui sont bien évidemment la censure. La censure à tous les niveaux, de la parole, sur Internet, sur les médias, etc. Ça, c'est quelque chose qui est régulier. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a par exemple, des conférences qui doivent se tenir, des salles qui sont annulées parce qu'il y a des pressions considérables qui sont faites sur les organisateurs de salles. Ça veut dire qu'en fait, on interdit à la population d'avoir accès à un autre questionnement et une autre façon, peut-être un autre discours, tout simplement, sur ce qui arrive. Donc là, la fameuse libre expression de « je suis Charlie », déjà, je n'y croyais pas du tout en 2015, mais là, on est très clairement, on n'y est plus du tout. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de salir la réputation des personnes, les calomnier de façon extrêmement violente dans des officines notamment qui sévissent sur Internet et qui, je pense, sont vouées ensuite à être des officines qui accueilleront la délation de n'importe quel citoyen. J'ai écrit à une de ces officines cette semaine, par exemple, et la réponse que j'ai eue, c'est que j'avais été dénoncée par une psychologue. C'est très intéressant. C'est donc, ça justifie, en fait, qu'on ne vérifie pas si j'ai bien les diplômes que j'ai dit avoir, qu'on ne vérifie pas si je suis amie de l'extrême droite, etc. On n'a pas besoin de vérifier tout ça. Et puis, on met tout ça dans le sac poubelle du complotisme qu'on ne définit jamais, et on s'estime, voilà, parce que c'est le boulot de ce fichage des opposants. Donc la calomnie fait qu'il y a des gens qui perdent leur travail, qui perdent des contrats de travail avec lesquels d'autres ne veulent plus s'associer parce que ça devient dangereux, parce qu'on a peur, encore une fois, on a peur de soutenir ces gens-là. Et donc ça crée de l'isolement. Il y a des personnes, par exemple Vincent Pavant, donc avec qui j'écris le débat interdit, qui est de nouveau suspendu et maintenant mis à mi-salaire. Donc, il y a des représailles financières également sur des personnes. Il y a des personnes qui ont de l'intimidation dans leur vie privée ou sur leur entourage ou des menaces de mort ou voilà, différents types de pression. Et moins on en parle, plus ça surgit. Donc, c'est très important de considérer, si vous voulez, c'est un peu, encore une fois, avec des techniques mafieuses, plus vous gardez le silence sur de l'intimidation qu'on essaye de vous faire, plus on va s'en donner à cœur joie. Donc, je porte cette parole-là pour des personnes comme effectivement Vincent Pavant, comme Emmanuel Darle, qui prend à des représailles extrêmement lourdes aussi au niveau de l'université, comme tout simplement pour questionner et faire des études et des analyses, comme Virginie Daro-Rourekia, dont les droits de réponse n'ont pas été publiés par les journaux. C'est quand même important de le rappeler. Et techniques d'intimidation sur elle et sa personne. Et sa famille. Tout à fait. Et tout à fait, avec saisie de matériel, etc. Donc, les outils pour travailler pour elle-même et pour son mari, elle ne les a plus eus. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce ne sont pas... Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de bruit, et il y en a qui font moins de bruit, et qui sont extrêmement dérangeantes pour le pouvoir parce qu'elles font un travail de fond. Et je crois que c'est très important de les soutenir et de faire connaître ce qui se passe. Donc, ça peut être sur l'entourage. Moi, je subis ça depuis 2017, donc je commence à être un peu habituée, on va dire. Mais ma dénonciation des textes de l'OMS m'avait valu des tas de pressions, de menaces de mort, y compris sur ma famille. Donc, c'est important de rappeler ça et de rappeler, les techniques d'intimidation, elles peuvent être différentes et variées, mais qu'à un moment donné, nous ne sommes plus du tout en démocratie. Et donc, c'est très important d'aller soutenir le droit, tout simplement, même si on n'est pas d'accord avec les personnes, mais le droit à pouvoir penser librement et s'exprimer librement, tout simplement, et à questionner. Voilà. Et nous sommes dans un moment où ça ne pose... On est dans la transgression, en fait. Et les médias, les journalistes, certains, évidemment, journalistes, parce que d'autres font un travail considérable, puisque... par exemple, j'ai publié ma réponse sur le site
Coro-Info. Et ce site est tenu derrière par des journalistes, des vrais journalistes, mais qui font vrai travail. Voilà, donc c'est important d'exposer dans la plus grande transparence ce qui est en train de se passer et qui ne présage rien de bon. Parce qu'à partir du moment où on laisse des salles de conférence être annulées, une parole être censurée, des gens se faire intimider tout simplement parce que ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils sont inquiets raisonnablement pour la population, par rapport à des effets secondaires ou quoi, être calomnié, etc. Ça n'est pas possible. Et je crois que c'est très important que toutes ces personnes puissent obtenir du soutien au nom du droit du peuple à la libre pensée et à la libre expression. Alors, Ariane, vous parlez beaucoup de dérives totalitaires. À partir de quand on n'est plus en dérive et on est vraiment en état totalitaire? C'est quoi quelle sera la rupture? C'est compliqué. Je préfère employer le terme dérive totalitaire, mais je dirais que, pour l'instant, mais je dirais que on pourra considérer qu'on est vraiment dans un système complètement totalitaire à partir du moment où la première opposition, la première ligne, on l'aura fait taire. Voilà. Alors, j'espère qu'on aura pu montrer aux auditeurs ce soir que le harcèlement est une technique insidieuse et voilà, que tout le monde peut subir et qu'on a probablement subi durant ces 2 dernières années. Est-ce que vous auriez une technique, un conseil aux gens à leur donner pour qu'ils en aient conscience en fait de où est présent ce harcèlement dans la vie quotidienne et comment peut-être s'en prémunir ou même voire lutter contre? Bah, tout d'abord, prendre connaissance de ce que c'est comme phénomène. J'ai écrit il y a des années, hein, il est encore présent, mais un gros livre qui était la somme de tout le travail que j'avais fait, qui avait été publié dans différents livres sur le harcèlement pour comprendre les techniques, apprendre à reconnaître ça et apprendre à reconnaître aussi à quel endroit on essaye de nous faire peur. Quelqu'un qui essaye de nous faire peur ne nous veut jamais du bien. Voilà. Donc, c'est important. Il faut distinguer la lucidité et la peur, bien sûr. Hein, mais quelqu'un qui essaye de nous faire peur de façon Gratuite? voilà, gratuite et puis surtout sans avoir le souci de notre protection et au contraire pour nous exposer davantage, c'est déjà un premier signe d'alarme. Et le deuxième signe d'alarme, c'est quand on essaye de nous culpabiliser, nous rendre coupables, en fait. C'est aussi un deuxième signe d'alarme. C'est de ta faute si je t'agresse, quoi. Merci Ariane. Dernière petite question. Quel est parce que vos travaux s'inscrivent beaucoup, je crois que vous inspirez beaucoup des travaux de Hannah Arendt. Quelle est votre citation favorite issue de ces travaux? Quelle est pour vous la citation qui serait inspirante, la plus inspirante? Je dirais que c'est dans une de ses interviews où elle dit penser est dangereux, mais ne pas penser est encore plus dangereux. Voilà. Merci. Voilà, Ariane, donc cet entretien touche à sa fin. Vraiment, mille merci pour votre présence, pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous communiquer les endroits où vous pouvez retrouver les travaux d'Ariane. Alors, c'est pas celle-ci évidemment. Et voilà, c'est pas du tout le bon PowerPoint. Je m'excuse, je l'enlève. Alors, Ariane, donc on peut vous proposer des ateliers de pensée qu'on peut retrouver sur votre site internet, c'est ça? Donc vous proposez aux gens de venir se cultiver sur les thématiques que vous défendez dans vos livres et sur internet. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, j'ai ouvert depuis janvier 2021 des ateliers penser le phénomène totalitaire avec 2 niveaux, initiation et confirmer. Initiation, c'est pour comprendre de quoi ça parle,
comment ça se met en place, quels sont les processus, avec toujours la double fenêtre qui est celle de ma formation, de mes études et de mon expérience professionnelle, qui est la psychopathologie, c'est-à-dire l'étude des ressources et des processus psychiques, et la philosophie politique. Donc, et en confirmé, c'est aussi, on réfléchit, on étudie des textes, on avance par rapport à la compréhension de ce phénomène extrêmement complexe qui, malheureusement, est assez récurrent dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc on vous invite à aller à participer à ces ateliers. On peut rappeler également que vous avez publié beaucoup de livres, et notamment dernièrement. Est-ce que vous voulez nous en parler également? Oui, les 3 derniers, donc c'est un petit opuscule, l'Internationale nazie, où je reprends une thèse d'Hannah Arendt en 1945 à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Un autre livre, Les Chroniques du totalitarisme 2021, qui reprend mes analyses. Il y a aussi l'expertise que j'ai donnée pour le grand jury de Rainer Fulmich qui est dedans. Donc, la façon dont j'ai ponctué de mes analyses l'année 2021. Il y a la 5e édition de l'imposture des droits sexuels, ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, sous-titre qui a énormément choqué en 2017, mais dont on commence à comprendre la signification aujourd'hui pour beaucoup de gens. Malheureusement, donc sur les textes de l'OMS concernant les supposés droits reproductifs et sexuels des enfants. Donc, je fais simplement une analyse de texte, de ces textes de l'OMS, mais c'est assez édifiant. Et voilà. Donc ces livres, on peut les retrouver sur votre site. Vous auto-publiez également sur un autre site internet. Oui, en fait, les 3 derniers, donc je les ai mis sur Bookelys. C'est un choix. Il y a des livres que je fais avec des éditeurs, comme Très Daniel pour le débat interdit, comme Duno pour l'éditeur universitaire, pour mes livres plutôt universitaires ou à destination professionnelle. Il y a des livres que j'auto-édite par choix parce que ça me donne beaucoup plus de latitude. Je n'ai pas de délai éditoriaux de 6 mois, 1 an. Et puis, donc, ça me donne la latitude aussi de coller un petit peu avec l'actualité. Mais évidemment, du coup, il n'y a pas de promotion commerciale de la part des éditeurs. Il faut venir à moi. Et je ne suis pas non plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que je demande l'effort aux gens de venir à moi. Voilà, donc vous voyez bien la qualité de la pensée et des interventions d'Ariane Bilérand. Donc n'hésitez pas à aller sur son site internet notamment et à vous procurer ses bouquins. Je pense que ça fera du bien à tout le monde et à l'humanité notamment. Merci Ariane. Un petit mot de la fin peut-être avant de nous quitter? Mais merci pour votre invitation. Je pense très important de rappeler aux gens que ce n'est pas parce qu'ils se soumettent qu'ils seront épargnés. Donc c'est plutôt très important de se relever et d'agir et de se conformer à ce que nous dicte notre conscience. Merci Ariane, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.